les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Le gouvernement va-t-il bientôt tomber? Et Rafa Glucksmann baisse-t-il les yeux devant les caïds? C'est une question importante puisqu'il a affirmé le contraire. Avant de traiter de nombreuses actualités, je voulais rendre hommage, remercier tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation. C'est ce qui me permet de vous livrer chaque jour un de ces entretiens à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Frédéric Drouet, The Rourou, Pierre-Louis Garnier, Pierre Bourdin, Jean-Michel Reynaud et Éric Ardéchois. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous remercier. Vous êtes toujours aussi nombreux, vous aidez cette chaîne, il ne faut pas baisser les bras, nous allons y arriver. Il y a quand même des nouvelles qui sont très intéressantes. Et puis, je voulais aussi vous remercier pour tous les pouces levés, les gentils messages et la diffusion massive sur d'autres réseaux sociaux. Vous l'attendez tous, c'est la fameuse carte météo. Ah oui, il fait chaud, c'est une très belle journée d'été. Les températures avoisinent dans certains départements les 40 degrés. Sur tous les plateaux de télévision, c'est canicule, canicule, et les conseils vous sont donnés de manière assez étrange. Au journal de France 2, il nous explique emmitouflé sous plusieurs couches de vêtements, on voit le journaliste, un costume cravate, dans un studio donc climatisé, que la clim c'est pas bien et c'est à éviter pour les gueux que nous sommes. Vous avez l'habitude de ce double discours et de ce cynisme. Ces leaders progressistes qui sillonnent le monde entier de conférence en conférence, dans leur jet privé, vont expliquer justement dans ces conférences que vous n'aurez pas le droit de prendre l'avion plus de 4 fois dans votre vie. Ils sont en train de recréer une société de caste et c'est tout l'objectif du pass carbone. Et ils peuvent s'appuyer sur ces écologistes qui adorent Médine. Voyez par exemple celui-là, je dis ça, je dis rien. Isolation de tous les bâtis, fin des élevages intensifs, fin de la civilisation carnée, c'est assez intéressant, on va brouter comme des moutons donc, transport à décarboner, fin de l'aviation civile touristique, on a les solutions imposées. Imposons-les avant qu'ils nous tuent. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que jamais il utilise le mot globalisme, mondialisation, ultralibéralisme. Non, c'est essentiellement destiné aux Français qui ont une empreinte carbone la plus réduite du monde occidental. Et est-ce qu'ils veulent imposer cela aussi à la Chine, à l'Inde, à tous les pays justement des BRICS qui sont en train de se développer, qui sont tous en train de s'équiper de clim, de 2 ou 3 voitures, parce que ce ne sont pas les Français qui changeront la chose. Et puis, s'ils étaient vraiment sérieux, ils prendraient de véritables mesures. Regardons par exemple cet article du Figaro. Canada, le réchauffement climatique a rendu au moins 7 fois plus probable les feux de forêt. La première remarque que je ferai, c'est que cet article n'est absolument pas sérieux, pour une raison simple, c'est que les météorologues avaient annoncé dès le printemps qu'il y aurait de graves incendies, parce qu'on connaîtrait une situation de sécheresse. Ce n'était pas le réchauffement climatique, c'est un phénomène naturel qu'on appelle El Niño. Trudeau, Macron, Biden, quelles sont les décisions qu'ils ont prises alors qu'ils étaient avertis dès le printemps de ce phénomène El Niño? Strictement rien. Nous voyons qu'en France, les investissements dans la sécurité civile ne suivent pas normalement la courbe du réchauffement climatique. On devrait investir massivement. Strictement rien. Au Canada, quelles sont les actions de Trudeau dès le printemps pour lutter contre ces incendies de forêt annoncés du fait d'El Niño? Il me semble qu'il n'y a rien eu. Ils communiquent sur les conséquences de leur politique. Ils laissent faire. Et cela me rappelle le Covid. Vous vous en souvenez, il vous expliquait qu'il y aurait des milliers, des centaines de milliers de morts du fait du Covid. Nous avions d'ailleurs les prévisions de l'Imperial College, 500 000 morts en France. Il vous expliquait qu'il faut absolument rester confiné, parce que c'est ça la réalité des hôpitaux. Oui, la réalité des hôpitaux, c'est que dans les ministères, on votait des fermetures de lits. Il réduisait l'accueil dans les hôpitaux et de l'autre côté, il vous culpabilisait. C'est exactement la même politique, c'est exactement la même facture. Et quand arrive une catastrophe, par exemple à Hawaï, il vous explique « je ne suis absolument pas responsable ».
Eh bien, c'est la faute du réchauffement climatique. C'est Laurent Saïm qui s'est fendu d'un tweet. Alors, Biden est allé à Hawaï et son discours a été très très attendu. Il faut dire qu'il a dit quand même des choses très étranges. Il a osé comparer l'incendie d'Hawaï à l'incendie qui a eu lieu dans sa cuisine, une vieille histoire qui date de plus de 15 ans. Et c'est pour cette raison qu'il partageait un petit sentiment avec tous les habitants d'Hawaï. Je ne veux pas comparer les difficultés, mais nous avons une petite idée, Jill et moi, de ce que c'est que perdre une maison. Oui, ils ont eu un court-circuit qui a abîmé la climatisation. Je tiens à rappeler que le bilan officiel est de 114 morts, mais le FBI affirme qu'il y a 1100 disparus. Avec le temps, très peu de chances de retrouver des survivants. Et la très grande majorité de ces disparus sont des enfants. Et il compare l'incendie d'Hawaï avec l'incendie de sa cuisine. Là, j'avoue qu'il a fait fort. Mais ne vous inquiétez pas, il s'est repris au repas. Et là, on a vu le président en pleine action. Biden s'endort pendant le meeting de soutien aux victimes des incendies de Maui. Face à des centaines d'habitants qui ont tout perdu, y compris des proches brûlés vifs dans l'île de Maui, Joe Biden s'est carrément endormi. Et ce sénile symbolise à lui seul le déclin de l'Empire américain, nous dit François Asselineau. Après une telle attitude, vous imaginez que l'accueil des Hawaïens fut à la hauteur de la prestation de Joe Biden. Un accueil très chaleureux, très ardent. Les résidents de Maui ont donné à Joe Biden un accueil très chaleureux today. Il vient seulement après 13 jours. FCKU, que l'on pourrait aussi en américain, en synonyme, dire Let's go Brandon. Je pense que vous avez traduit de vous-même. Et en France, eh bien, la situation est quasi identique pour tout le gouvernement. Pensez à ce ministre de la Santé face à un éditorialiste pourtant très proche de la majorité présidentielle. Admirez avec quelle pugnacité le jeune Duhamel de chez Duhamel et Duhamel cire les pompes depuis 1953, veut absolument faire dire à Aurélien Rousseau qu'il faut avoir peur et remettre le masque. En fait, BFM, ça veut dire chaos, désordre. Allez, horrible petit clown. Je vous mets l'extrait dans ma description, n'hésitez pas à écouter, vous verrez Benjamin avec toute une gestuelle, un travail de dramatisation pour créer de l'anxiété chez le téléspectateur. Il a peut-être pris des cours, en effet, chez tout le clan Duhamel, la mafia Duhamel, qui pullule sur les plateaux de télévision, donc depuis 1953. Mais il y a une réalité, le gouvernement recule sur la question. Et les raisons, eh bien, c'est grâce à vous, tout simplement. Lorsqu'on pose la question même aux journalistes, ils ne veulent pas retourner à la pique-pique. Lorsqu'on pose la question aux Français, hors de question de remettre la muselière. Il y a un soulèvement contre ces décisions. Ils ont testé à travers les consultations du Figaro, les sondages IFOP et compagnie. Les Français refusent, donc ils font marche arrière. Surtout que ce vaccin que l'on nous propose, qui a été acheté par Van der Leyen et compagnie, il est quand même un peu particulier. Le vaccin Covid actualisé de Pfizer est efficace contre la variante Eris, nous dit-on, dans une étude sur les souris. Je me rappelle à une époque où il fallait faire des essais en double aveugle, il fallait faire toute une série de tests. Cela mettait 10 ans pour sortir un vaccin. Maintenant, ce n'est même plus testé sur l'homme, directement sur les souris et commercialisation en octobre, acheté par Pustula Layen. On vit une époque vraiment formidable. Je ne sais pas si je vous ai vraiment donné l'envie d'aller à la pique-pique. Et le gouvernement doit faire face à une extrême délinquance. Alors, il y a la situation nîmoise qui est un petit peu particulière. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Agression donc sur une fillette de 9 ans à Nîmes. L'agresseur est condamné à du sursis. Vous ne rêvez pas. Il ressort donc totalement libre. Ce n'est plus du laxisme judiciaire, c'est de la folie furieuse, oui. Comme je l'ai affirmé dans d'autres entretiens, c'est un permis de récidiver. Et là, à Nîmes, nous avons une fusillade. Ce n'est pas une fillette de 9 ans, mais c'est un garçon
de 10 ans qui a été tué et c'est une véritable scène de guerre qui a eu lieu à Nîmes cette nuit. Il est là le vrai bilan de Darmanin. Je vous mets le film dans ma description, vous verrez, les racailles s'affrontent à coups d'armes automatiques. Et il faut également ajouter la responsabilité de l'Union européenne. C'est bien cet européisme qui a transformé nos frontières en porte de saloon. C'est bien la CEDH qui a imposé le laxisme à nos juges. C'est bien tous ces réseaux européistes, l'UMPS, qui ont acheté la paix sociale, qui ont traité avec les mafias de banlieue pendant 30 ans. Nous sommes en train de récolter les fruits de leur politique. Et aujourd'hui, de nombreux citoyens, quelles que soient leurs origines, se dressent contre cet enfer. Naïma Mfadel, essayiste, réagit au drame qui a lieu à Nîmes suite au décès d'un enfant de 10 ans pris dans une fusillade. Il faut expulser ces familles délinquantes. Il faut ramener de la sécurité et de la tranquillité aux habitants. Mais est-ce que c'est possible? Ben non, puisque la France n'est plus souveraine en matière de justice, de frontières, etc. Ce ne sont que des vœux pieux. Prenons l'exemple d'Oumar N. Son cas est édifiant. Vous imaginez que ce délinquant multirécidiviste qui terrorisait un quartier entier, les gens étaient obligés de partir. Il y a 4 familles qui ont quitté donc son quartier de Cherbourg parce qu'il les terrorisait. Et on apprend également qu'il frappait sa mère, confie une habitante du quartier où il vivait. Je l'ai retrouvée plusieurs fois par terre en bas de chez elle. Elle me disait « c'est Oumar qui m'a shooté ». Quant au journaliste, lorsqu'il relate les événements d'Oumar N, il est obligé de respecter les euphémismes qui sont imposés par l'Union européenne. Regardez-les, ils sont là encore édifiants. Ce jeune homme de 18 ans, déjà condamné 5 fois par la justice, était connu dans son quartier pour ses nombreuses incivilités et des violences. Jeune homme et incivilité, on croit rêver. La réalité, c'est que notre système fabrique ce type d'individus. Dans tous les pays du monde, ils sont arrêtés vers l'âge de 12-13 ans avant qu'ils basculent dans l'extrême délinquance. En effet, pour faire ce qu'il a commis, c'est qu'il a eu un cheminement particulier. Ni les éducateurs, ni la police, ni la justice n'ont pu l'arrêter parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Vous imaginez si les juges sont comme Marie de Tondelier, je vais vous surveiller, attention, hein, si vous recommencez, gare à vous. C'est un vrai permis de récidiver et c'est une véritable fabrique à sociaux et délinquants. Et c'est ce système qui est défendu par la gauche progressiste. Et quelle est la réponse du pouvoir macroniste à cette mort à Nîmes? Eh bien, c'est un peu comme la canicule. C'est pas le numéro vert, mais c'est son équivalent. Gabriel Attal, sur la fusillade qui a coûté la vie à un enfant à Nîmes, c'est l'horreur absolue. J'ai demandé au rectorat une cellule d'écoute pour l'ensemble de la communauté éducative de son établissement. La France sombre dans la barbarie orange mécanique. Les seules mesures du gouvernement, ce sont des numéros verts ou des cellules d'écoute. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur aveu d'impuissance que ces mesures? Parce qu'outre-Rhin, ils sont en train de discuter de la sortie donc de l'Allemagne de l'espace Schengen, c'est-à-dire qu'ils veulent remettre leurs frontières nationales. Il y a un tel afflux de clandestins, il y a un tel niveau de délinquance qu'ils sont en train de se dire il faut prendre de vraies mesures. En France, est-ce qu'on entend ce genre de choses de la part de ceux qui nous dirigent? Je n'entends, moi, strictement rien. Et les partis d'opposition, à part évidemment les partis patriotes, eh bien, ils font leur petite tambouille ensemble. On apprend en effet l'affaire Médine. Face à la polémique, Édouard Philippe annule à son tour sa venue aux universités d'été. Les Verts, en sa qualité de maire du Havre, l'ancien Premier ministre devait prononcer un mot de bienvenue lors des journaux d'été que le Parti écologiste tient au Havre le 24 et le 26 août. Vous ne trouvez pas curieux qu'Édouard Philippe devait ouvrir en quelque sorte ces journées d'été des Verts? Ah, qu'on ne me parle pas de tradition républicaine, dans la mesure où les Verts pouvaient choisir une autre ville que Le Havre, qui était quand même dirigée par Édouard Philippe. Il a été invité. Qu'est-ce que cela signifie?
Les Verts est un parti européiste, ils soutiennent les politiques européistes, Édouard Philippe est un européiste, il aura besoin de l'appui des Verts s'il veut se présenter en 2027, c'est QFD. Le seul ennui, c'est que les dirigeants Verts ont invité Médine, qui est le symbole, en quelque sorte, du mois de juillet. Dans l'état actuel de la France, ce n'était pas une très bonne idée, il me semble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Une nouvelle un peu désespérante pour la France et qui va compliquer la tâche d'Emmanuel Macron. La France va entrer en récession, nous dit Marc Touati. En effet, il y a une forte baisse d'activité. La France est la dernière de sa classe. C'est pas Emmanuel Macron qui était qualifié de Mozart de la finance. Eh bien là, nous avons Mozart de la faillite. C'est une expression que j'emploie très souvent, mais le résultat est là. Cela complique évidemment la tâche pour boucler le budget et Emmanuel Macron est obligé d'envisager des hausses d'impôts. Pris entre la flambée de la dette publique et des besoins d'investissement, notamment écologiques, l'exécutif rompt avec sa doctrine qui voulait éviter toute hausse de fiscalité, au risque de brouiller son message originel. Traduisons le charabia du monde, Emmanuel Macron ne tient pas sa promesse de ne pas augmenter les impôts. Au contraire, il avait promis des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Il va faire exactement l'inverse. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron a tenu une seule fois une promesse, une vraie promesse, pas quelque chose d'accessoire? Depuis que je fais ces entretiens, je passe mon temps à montrer qu'Emmanuel Macron ment et qu'il ne respecte jamais sa parole. À tel point que le sénateur Houpert s'en émeut. Hausse d'impôts et 49.3, le mépris, le mensonge, marque de fabrique de cette sombre période pour la France. J'invite les grands électeurs à réfléchir, puisqu'il y a des élections au Sénat, au renouvellement de la moitié du Sénat en septembre prochain et sur les conséquences pour leurs citoyens. On susurre dans les rédactions que les LR sont en train de se dire qu'ils ne peuvent plus être la roue de secours d'Emmanuel Macron, qu'il va falloir voter une mention de censure puisqu'il y a un 49.3. C'est ce qui apparaît comme le plus probable. Je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas vous le certifier, mais le bruit est véritablement très fort. D'autant que de nombreux patrons sont en train d'être en colère. Et oui, Emmanuel Macron a tiré contre son camp. Automobile Made in France, le désastre s'amplifie. Déficit commercial du secteur automobile, importation, exportation, importation sur les 12 premiers mois d'août et de juillet. 12, 15, 17 milliards en 2023. La voiture électrique creuse le déficit commercial français. Le déficit commercial de l'automobile tricolore évolue à des niveaux records. Si les importations de voitures étrangères ont relevé la tête depuis le Covid, ce n'est pas le cas des exportations. Les résultats économiques d'Emmanuel Macron sont désastreux, ils sont indéniables. Et nous avons de nombreuses voix dans le patronat qui sont en train de dire qu'Emmanuel Macron est responsable. Enfin, ils ont pris conscience, certains chefs d'entreprise, qu'Emmanuel Macron allait à l'encontre des intérêts français. 6 ans pour s'en apercevoir? Bravo messieurs. Allez, on va maintenant passer à la page Ukraine. Ah, ce n'est pas LCU aujourd'hui, c'est l'Express, avec un sacré client, Raphaël Glucksmann. Face à un caïd comme Poutine, on ne baisse pas les yeux, nous dit Raphaël Glucksmann. Alors on va d'abord relever le mot caïd. Raphaël Glucksmann s'adresse à un grand chef d'État étranger. La France a été amie de la Russie et amie de Poutine justement pendant de longues années, ce qui a permis à nos entreprises d'avoir des marchés extérieurs. Ce mot caïd n'est pas du tout adapté. Et puis il faut être juste, Raphaël Glucksmann, quand on parle de caïd, c'est la mafia, ce sont des gens pas nets qui font de drôles affaires. Raphaël Glucksmann, il faut le rappeler, est quand même dans le milieu atlantiste. Je vous renvoie d'ailleurs à une de mes vidéos. Il est d'ailleurs un de ses agents les plus actifs en France. C'est un véritable scandale que le Parti socialiste lui a permis d'être tête de liste aux européennes. Tiens, son mentor par exemple, Joe Biden, le chroniqueur du Washington Post change d'avis et demande que Joe Biden fasse
l'objet d'une enquête approfondie sur les relations commerciales de Hunter. Les témoignages du comité de la Chambre ont suggéré que le président était impliqué dans les affaires commerciales étrangères de son fils. Ah, c'est la fameuse mafia Biden. Aux États-Unis, il y avait Crookie Larry, c'est-à-dire l'escroc Larry. Aujourd'hui, il y a Joe Biden, le mafieux, celui qui est en quelque sorte le grand patron de Raphaël Glucksmann. Et il faut reconnaître une qualité à Raphaël Glucksmann, c'est qu'en termes de mafieux et de caïd, c'est un expert. Raphaël Glucksmann ne baisse pas les yeux devant un caïd. Non, 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 il fait mieux, il lui cire les pompes. Saakashvili, ex-dictateur géorgien, ex-gouverneur corrompu d'Odessa, mafieux international et surtout ami de Raphaël Glucksmann. Pour revenir sur Saakashvili, il a eu un destin assez extraordinaire. Il a torturé ses opposants, il les a réprimés fortement, il a volé dans les cases de la Géorgie, et quand le peuple géorgien s'est soulevé, il s'est enfui et il a trouvé refuge, devinez où ? En Ukraine, tiens, un hasard, juste après Maïdan. Et il a été nommé, vous entendez bien, gouverneur d'Odessa. Il a tellement racketté les habitants d'Odessa que même Poroshenko a été obligé de le chasser. Aujourd'hui, Saakashvili est en prison, mais c'est toujours l'ami de Raphaël Glucksmann. Et puis, lorsqu'on parle de mafia américaine, il faudrait peut-être parler de l'Open Society. Son ex-petite copine, Léa Salamé, qui c'est son papa? Eh bien, c'est Ghassan Salamé, qui était au conseil d'administration de l'Open Society de George Soros. Allez, je vais vous faire grâce que l'ex-femme de Raphaël Glucksmann était vice-ministre de l'Intérieur en Géorgie, puis elle a été vice-ministre de l'Intérieur en Ukraine. Et à chaque fois, elle a été accusée de détournement d'argent et de répression sur les oppositions. Ah, Raphaël Glucksmann, il a une sacrée carte de visite en caïda. Et puis, il faudrait peut-être lui rappeler ses... Peonia qui nous le dit, Tucker Carlson avec le colonel McGregor, tout ce qu'ils ont dit sur la guerre en Ukraine est un mensonge. Presque tout ce que NBC News et le New York Times vous ont dit sur la guerre en Ukraine est un mensonge. L'armée ukrainienne perd, la population ukrainienne est détruite. Une guerre entre les États-Unis et la Russie pourrait facilement nous détruire. Voilà ce qu'on entend sur les antennes américaines. On aimerait entendre à peu près la même chose en France, qu'il y ait une vraie pluralité dans la presse. Mais cela viendra peut-être par une initiative très intéressante. 1 million pour la destitution. C'est notre ami David, celui qui se balade avec son avion avec Macron destitution. Le million d'autocollants commandés arrive par tranche de 100 000 chez nos responsables nationaux. Les équipes locales s'impatientent. L'expédition commence. L'aventure de tout un peuple qui veut récupérer sa dignité et exercer l'article 68. Bravo, bravo à cette initiative. Voilà, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. Là, ça va être compliqué à partir du 25. Il faudra bien se serrer les coudes et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.